Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Sarah et aujourd'hui je vais peindre un portrait. Ce travail sera divisé en deux vidéos. La première partie sera le dessin de portrait et la deuxième vidéo sera la peinture de portrait. Cette vidéo est la première partie qui est le dessin de portrait. Pour ce tutoriel, je vais m'inspirer du portrait de Jurkevich peint par Ilya Repin en utilisant mon ordinateur. Cette peinture a été créée en 1879. Ilya Repin est l'une des principales figures de la peinture figurative du 19 et 20e siècle. Personnellement, je trouve que c'est très subtil sur la toile et l'expression profonde de son portrait sont très intéressants et intrigants. Les matériaux que j'utiliserai sont un carré de fusain sanguine pour le dessin, deux pinceaux fins et larges, un châssis de taille environ 40 par 30 cm et de l'acrylique de terre d'ombre brûlée et du blanc de titane pour la première couche de la peinture et donc pour les valeurs de la couleur. Tout au long du dessin du portrait, je vous guiderai et donnerai des explications sur les proportions, l'anatomie et les valeurs de couleur, ainsi que l'importance de chacun pour créer un dessin réaliste. Je vous donnerai également des liens vers des vidéos que j'ai créées auparavant qui peuvent vous aider et vous guider si vous rencontrez des difficultés pour dessiner. En revanche, ces vidéos-là seront uniquement en anglais. Ce travail peut prendre du temps pour certains d'entre vous, mais un dessin et une peinture réaliste demandent de la patience ainsi que quelques pauses et du recul pour mieux évaluer le travail. Et maintenant, si vous êtes prêts, commençons. Pour avoir un bon dessin réaliste, vous devez représenter les proportions correctes de la structure principale, comprendre la forme anatomique et recréer l'ombre et la lumière. Commençons par les proportions. Les proportions sont les relations entre les formes géométriques du visage en dessinant des cercles, des lignes ovales, horizontales ou verticales pour établir les bonnes mesures des traits du visage comme les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, etc. Gardez à l'esprit que les mesures du visage diffèrent d'une personne à l'autre. Donc, l'une des meilleures méthodes que j'utilise actuellement est l'observation visuelle. En gros, je regarde le portrait pour placer les traits du visage du modèle en commençant par des formes géométriques simples. Je commence toujours un dessin en utilisant des formes géométriques basiques pour les mesures de proportion d'un portrait telles que les ovales et les lignes tangibles. Cette démarche est une première étape facile dans le dessin. Et si vous rencontrez des difficultés pour dessiner ces éléments, vous pourrez toujours les corriger par la suite, petit à petit que le dessin se forme. Grâce à la compréhension visuelle, j'utilise l'observation pour recréer grossièrement les mesures de proportion, établir la base de mes caractéristiques anatomiques en ajoutant des informations et des éléments simples pour relier les caractéristiques du visage entre eux. J'ai commencé par dessiner un ovale, une forme d'œuf qui est la base de la tête. À noter que dans ce cas, la tête est un peu penchée vers la gauche, ce qui signifie que les mesures changent pour donner une impression en 3 dimensions. Alors dans ce cas, un cercle devient un ovale, les lignes deviennent plus tangibles et la hauteur et la largeur des traits du visage deviennent disproportionnées par rapport à un visage ou un portrait en 2 dimensions ou de face. Ainsi, la tête de notre modèle est légèrement tournée vers la gauche et dirigée vers le bas. J'ai dessiné les lignes des yeux, du nez, de la bouche et la forme basique de l'oreille ainsi que le contour des cheveux et du cou. Lorsque mes lignes de base sont prêtes, je les divise en lignes plus petites pour recréer la structure afin que le dessin se transforme en forme organique. J'utilise dans mon dessin un fusain brunâtre, un sanguine, car plus tard, lorsque j'utiliserai de l'acrylique d'ombre brûlée pour dessiner la construction linéaire, l'utilisation du sanguine fusionnera magnifiquement avec l'ombre brûlée. Tout au long du tracé des traits du visage, j'insisterai de plus en plus sur les points importants en renforçant mon tracé. Même si mon dessin n'est pas à 100% correct, au fur et à mesure de la construction du portrait, je corrigerai les détails. Je commence à m'approcher de plus en plus de la peinture réaliste de Repin pour obtenir un dessin similaire à celle-ci, et donc un dessin réaliste.
Et maintenant, pour ce qui est de l'anatomie. Comprendre l'anatomie humaine nous aide à créer une figure réaliste en donnant des profondeurs au dessin. De plus, l'anatomie aide à saisir la forme lorsqu'elle est en mouvement. La forme vient des os et les expressions viennent des muscles. En retraçant les traits, j'accentue de plus en plus sur les points importants, comme par exemple ici, je travaille sur l'os frontal en délimitant les cheveux à l'avant et les sourcils. Le rectangle juste au-dessus du sourcil droit est la valeur la plus claire. Comme je travaille sur les proportions et l'anatomie, je commence par travailler sur les ombres et lumières, c'est-à-dire les valeurs de forme créées par l'ombre et la lumière. C'est un travail que j'ai opté par choix personnel. C'est un travail que j'appelle rythme car j'applique les trois principes en même temps qui sont proportion, anatomie et valeur. Pour moi, c'est plus rapide et plus efficace. Mais il est important de prendre son temps dans un dessin. Et donc pour vous, vous pouvez finir par les proportions, mettre l'anatomie et travailler sur les valeurs, l'un après l'autre. Cela va dépendre de la rapidité et de la compréhension des principes. En fin de compte, la patience est la clé du succès. Pour ce qui est de l'os nasal, la tête est légèrement inclinée et tournée vers la gauche. C'est ainsi que le nez est dirigé vers le bas et vers la gauche. Pour ce qui est de l'os zygomatique et des yeux, la perspective m'aide à comprendre visuellement que l'œil droit est légèrement plus grand que l'œil gauche. En prenant du recul sur mon travail, je peux mieux évaluer et corriger ce qui doit être corrigé. Personnellement, j'aime garder volontairement certaines imperfections qui vont créer une certaine expression propre à mon travail, créant ainsi une inspiration du tableau original plutôt qu'une simple copie. Et maintenant, pour ce qui est de l'ombre et de la lumière. Tout au long de l'observation de la peinture originale, j'essaie de saisir visuellement la direction de la lumière. Les ombres m'aideront à identifier que la direction de la lumière vient d'un côté supérieur droit. Ma toile n'est pas stable à 100%. C'est pour cela que vous me voyez la tenir de temps en temps.
Habituellement, nous avons tendance à commencer à travailler sur les valeurs et les blocs d'ombre et lumière lorsque les principales formes organiques et formes anatomiques sont définies. Mais dans ce cas, j'ai choisi personnellement d'alterner entre mes trois principes qui sont valeur de couleur, proportion et anatomie, en travaillant en rythme car la barbe du modèle est du côté obscur de la valeur. Je commence à ajouter les ombres les plus accentuées et je monte graduellement jusqu'à la lumière la plus claire sans renforcer mon tracé. Au fur et à mesure que les choses progressent et que mon dessin se rapproche du résultat que je vise, c'est là que j'accentue mon tracé. Et maintenant, plongeons un peu plus dans l'explication des valeurs pour mieux comprendre leur contribution à l'ensemble du processus. Tout d'abord, on a la valeur la plus claire, c'est-à-dire le reflet, qui est la zone la plus claire et dépend de la position du spectateur, qu'il s'agisse d'un dessin réel ou d'un modèle 2D comme dans notre cas. C'est le point central de la composition sur lequel vous voulez que les spectateurs se concentrent, c'est-à-dire la toute première seconde sur laquelle les spectateurs posent leurs yeux. Ensuite, on a l'ombre principale. En déterminant la lumière et comment elle est projetée sur le sujet, on commence par l'ombre la plus foncée. C'est un point d'ancrage majeur à partir duquel vous montez graduellement vers la partie la plus claire. L'ombre principale n'est pas exactement à l'opposé du reflet à cause de la lumière réfléchie. La lumière réfléchie est renvoyée par l'environnement entourant le sujet. Celle-ci, et dans notre cas, c'est la lumière du col de chemise autour du cou qui rebondit sur la limite inférieure droite de la mâchoire. On continue avec les demi-teintes, qui sont celles qui se trouvent entre le reflet et les ombres les plus sombres. Travaillant du foncé au clair, je manipule progressivement mon fusain pour obtenir un bel effet, ce qui signifie que les demi-teintes ne sont pas les mêmes partout. Certaines sont plus foncées et d'autres plus claires. Enfin, on a la lumière réfléchie, qui est une partie délicate de la zone ombragée, mais plus claire que l'ombre principale. Elle n'est pas très perceptible, mais est importante pour donner un effet réaliste. C'est pourquoi c'est la dernière chose sur laquelle je travaille. Maintenant que vous savez comment la lumière et l'ombre fonctionnent ensemble pour créer des profondeurs et de la valeur, je répète tout le processus plusieurs fois pour arriver à un résultat satisfaisant, ce qui signifie que j'accentue les ombres au fur et à mesure que je dessine. Je continue à travailler sur l'accentuation de la zone d'ombre en travaillant couche après couche pour obtenir un beau rendu. C'est-à-dire que j'augmente la densité de mon tracé en insistant sur la zone la plus sombre tout en gardant à l'esprit les demi-teintes et le reflet. Chaque tracé est organisé en fonction de la compréhension visuelle et de l'analyse de la peinture originale. Si vous transformez la peinture originale en monochrome, cela peut vous aider à mieux comprendre le processus. J'utilise généralement la blancheur de ma toile pour le reflet et j'ajoute légèrement et progressivement les demi-teintes. C'est pourquoi je n'utilise pas de craie blanche pour rehausser la blancheur et donc la lumière. Lorsque je travaille sur un dessin et une peinture, je fais généralement plusieurs pauses en prenant du recul sur mon travail. Cela m'aide à mieux évaluer mon travail et à chaque fois avoir un regard neuf sur celui-ci. Je ne travaillerai pas davantage sur le dessin car c'est une base préliminaire de ma peinture. Je dessine donc vaguement le reste, qui sont les vêtements et les cheveux, et continue de marquer les traits du visage, car ce sont des informations importantes lorsque je vais commencer à utiliser la peinture. Nous commençons maintenant la base de la couleur. Un clair-obscur en utilisant de la peinture acrylique qui sera la première couche de la peinture. Le matériel que j'utiliserai est la peinture acrylique terre d'ombre brûlée et blanc de titane, ainsi qu'une brosse large pour les blocs de valeur de couleur et une brosse plus fine pour les détails. En utilisant d'abord et uniquement que de la terre d'ombre brûlée, je retrace les lignes de mon dessin au fusain avec un pinceau fin. Vous pourrez toujours corriger plus tard, mais pour ne pas perdre le dessin qui a été déjà créé au fusain préalablement, je retrace les lignes à la peinture acrylique. Comme je l'ai dit plus tôt, le fusain brunâtre, donc le sanguine, que j'ai utilisé pour le dessin, va venir et se mélanger d'une belle façon avec de l'ombre brûlée, laissant une sous-peinture propre et belle.
Gardez à l'esprit que je ne fais pas un portrait précis à 100% à ce stade. Je m'inspire plutôt de la peinture originale et laisse mes traits, donc mes tracés, apparaître au fur et à mesure que je crée un glacis. Le glacis est une technique utilisée pour réunir, pour assembler les tons clairs et foncés. Vous pourrez créer cet effet si vous le souhaitez en mélangeant de la peinture acrylique avec beaucoup d'eau, au fur et à mesure des couches. Je respecte le regard intense et l'expression du portrait original tout en laissant apparaître mon tracé. C'est pourquoi je ne mélange pas ni réunis les différentes valeurs ensemble et la peinture acrylique va m'aider pour ceci car elle sèche très vite. J'utilise maintenant un pinceau qui est légèrement plus épais pour finir de remplir les ombres que j'ai. Je continue à utiliser de la terre d'ombre brûlée tout en travaillant sur l'obscurité des cheveux. Je travaille sur la lumière réfléchie et je garde à l'esprit que c'est le reflet de l'environnement, en l'occurrence le col de la chemise dans notre cas, qui rebondit sur la limite droite de la mâchoire.
À l'aide d'un pinceau plus épais, je mélange la peinture de terre d'ombre brûlée avec de l'eau pour créer un effet délavé pour les demi-teintes en alternant entre les zones plus claires et plus sombres des demi-teintes. En gardant le reflet de la lumière, c'est-à-dire la valeur la plus claire perceptible, je continue à travailler du foncé au clair. Je travaille d'abord sur les demi-teintes foncées et monte progressivement vers la lumière. En laissant de côté pour le moment les côtés clairs des demi-teintes, je continue à travailler uniquement sur les teintes foncées. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait, c'est travailler sur l'ombre. Je poursuis mon travail en mélangeant de la terre d'ombre brûlée avec de l'eau pour appliquer ceci à mes demi-teintes foncées. Nous continuons à travailler progressivement cet effet de clair-obscur qui signifie l'équilibre entre lumière et ombre et à corriger les erreurs anatomiques et les proportions. Et maintenant, pour travailler les demi-teintes qui seront plus claires, et donc je commence à travailler maintenant la lumière, à l'aide d'un pinceau épais, je mélange maintenant de la terre d'ombre brûlée avec du blanc de titane et de l'eau pour un effet délavé afin de créer ces demi-teintes qui seront plus claires. Il aurait été intéressant d'utiliser de l'ocre jaune au lieu du blanc de titane pour donner un effet plus vivace, donc plus chaud, plus chaleureux à cette première couche. Mais comme j'ai utilisé du blanc de titane, j'ai décidé d'utiliser le blanc de titane, je vais neutraliser l'effet de valeur. Et vous allez pouvoir voir ça, cette neutralisation de l'effet des valeurs, dans la suite de la progression de la peinture. Et maintenant, pour ce qui est de l'arrière-plan. J'aimerais prendre quelques minutes pour pouvoir parler de l'arrière-plan parce que je pense, et à mon avis personnellement, je pense que c'est un élément essentiel dans la composition ou dans la peinture. Donc le travail de l'ombre en arrière-plan sera le support de la composition pour créer un équilibre. Comme vous le voyez, je n'applique pas la même tonalité de peinture en arrière-plan. Certaines parties seront plus foncées que d'autres. L'arrière-plan n'est pas pareil partout. L'arrière-plan est un élément essentiel de la composition. C'est lui qui fera émerger votre sujet et le mettra en valeur. Mon conseil pour créer un arrière-plan équilibré est de travailler en fonction de la luminosité et de l'obscurité du sujet. L'équilibre et le rythme sont des éléments importants pour créer une belle composition. Je m'explique. Là où mon sujet est éclairé, la partie de l'arrière-plan est plus foncée. Et là où il y a de l'obscurité sur mon sujet, la partie de l'arrière-plan est plus claire. Entre ombre et lumière de l'arrière-plan se trouve une ligne invisible passant par le sujet qui va venir et créer un équilibre dans la composition. À ne pas oublier que les vêtements et les cheveux du modèle sont un lien entre arrière-plan et premier plan, c'est-à-dire quand on parle du premier plan, donc le visage. Lorsque l'un de ces éléments de transition, c'est-à-dire les vêtements ou les cheveux, sont clairs, ou un de ces éléments est clair, le fond est sombre et fade, ce qui va venir créer l'illusion de la distance, et vice-versa. J'utilise mon ordinateur comme référence au lieu d'une impression, car les couleurs sont plus proches de la peinture originale que celles d'une impression. Comme je ne recherche pas à copier exactement l'œuvre originale, je garde soigneusement et volontairement mes tracés à travers l'effet de glacis. Ces tracés donneront un trait unique à mon travail tout en respectant l'expression du portrait. J'aime utiliser la peinture acrylique,
car elle sèche très vite et me donne l'effet que je recherche, c'est-à-dire la transparence de mes tracés et le travail du dessin. Je ne recherche pas d'effet de flou dans mon travail car je respecte mes tracés. Sachant qu'il s'agit de la première partie, ce travail est une base préliminaire pour la couleur qui va venir par la suite sur la toile et donc dans la partie 2. S'inspirant du travail des anciens maîtres qui nous ont précédés, il est important de pouvoir comprendre visuellement la technique qu'ils ont utilisée et d'analyser cette technique dans une création qui nous est propre. Les musées sont une précieuse aide pour façonner notre analyse visuelle. Nous comprenons avec nos yeux les traits et les couleurs des œuvres d'art originales. Maintenant, je suis en train d'ajouter de la terre d'ombre brûlée pour accentuer les ombres. Vers la fin, j'accentue les reflets de lumière avec de petites touches de blanc, de titane mélangées à de la terre d'ombre brûlée. Et voilà, j'espère que ça n'a pas été très long pour vous ou bien trop fatigant pour vous. Je sais que c'est un travail qui prend énormément de temps et de patience, mais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des critiques, que cela soit positif, négatif ou bien tout simplement des questions pour être mieux guidé, n'hésitez pas à les écrire et à me contacter pour cela. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ma chaîne et j'essaierai de faire plus de vidéos avec des audios en français si cela vous plaît. Bon, pour le moment, je vous souhaite une agréable soirée, journée, un week-end ou une semaine et je vous vois très bientôt. Ciao!